La dureté du mental. Puis ici, présentement, il y en a pas mal plus qu'on pense du mental. La chambre est remplie de mental. Je pense que le message est clair. Hein? Yes! Oui! Marc Messier, le décès a été annoncé dans les dernières minutes, né en 1947, décédé en 2026. Le grand comédien, grand acteur, derrière des succès comme Lancer compte, Les Boys, La Petite Vie, Brou. On va en parler avec François Fournier, qui n'avait pas prévu de nous parler de ça, mais c'est ça, faire de la radio. Salut François. Oui, salut Karima. Ouais, je l'ai appris juste avant de rentrer avec vous, là. Ouais. C'était qui pour toi, Marc Messier? C'est toujours un peu embêtant de choisir un rôle qui serait prédominant, par exemple, parce qu'évidemment, la Petite Vie a été une série qui a été écoutée, je pense, par un record de Québécois qui n'a jamais été égalé, si je ne me trompe pas, depuis. Là. Mais il n'y avait pas, je dirais, le rôle prédominant là-dedans, au même titre qu'il l'avait, je pense, dans Lancer compte. Pour moi, le personnage de Marc Gagnon, donc le joueur, dans un premier temps, et ensuite l'entraîneur, de par son intensité, je pense que son meilleur rôle d'acteur, à mon avis, à moi, là, dans ce qui a été grand public, puisqu'il a joué dans beaucoup d'autres choses, là, le Pacte des Anges, des choses beaucoup moins connues, mettons. Là. Mais dans ce qui est le plus connu, je pense, qui rejoint le plus les gens, pour moi, c'était le personnage de Marc Gagnon, qui est un personnage qui est très évolutif aussi dans la série de Lancer compte, qui commence comme un joueur en fin de carrière, qui rejoint un peu la réalité des joueurs de la Ligue nationale, justement, qui sont en fin de carrière, vivent des frustrations, doivent se recycler, finalement découvrent l'amour qu'il y a pour l'entraînement, pour le coaching. Finalement, il devient un des entraîneurs les plus prolifiques de la Ligue nationale dans l'histoire écrite par Régent Tremblay. Puis pour moi, je pense que c'est probablement un de ses plus grands rôles, à mon avis. Ça reste personnel. Je comprends que tout le monde peut avoir une préférence là-dessus, mais ça, c'est vraiment personnel à moi. Complètement. Puis c'est ça qu'on se dit aussi pendant la pause, parce qu'on est tous sous le choc. Là. Je pense que le Québec va être vraiment en deuil. C'est un de nos géants. Qu'est-ce que ça nous dit justement de ces monuments-là? J'ai l'impression que ils s'installent avec nous, ils prennent une place dans nos cœurs, mais ils représentent aussi quelque chose pour le Québec comme tel. Oui, bien, c'est fait partie des figures qui représentent un peu les derniers monuments, si je peux dire, de l'époque de ce que j'appellerais la culture commune, là, au sens où moi, je le connais, Rémi le connaît, Karima le connaît, puis probablement la majorité des gens le connaissent, puis si le nom leur dit rien, on leur présente une photo, puis ils vont dire « Ah oui, ben oui, je sais de qui tu parles. » Et ça tend à disparaître avec le morcellement, la fragmentation. Je trouve que c'est ça que ça dit un peu sur notre société. Puis c'est vrai dans toutes les sphères culturelles. C'est vrai en musique, c'est vrai en cinéma, c'est vrai dans l'art en général. C'est que plus le temps passe, plus nos habitudes de consommation culturelle sont extrêmement fragmentées, on dirait nichées maintenant. Là. Donc, les gens consomment des médias nichés, des produits culturels nichés qui sont qui correspondent à leur groupe d'appartenance, qui se sont maintenant créés. Mais ces grandes figures-là, communes, là, que tout le monde connaissait, elles tendent à... En fait, je me demande si, mettons, on pourrait se parler dans 20 ans, 30 ans, s'il y en aurait encore de ces figures-là. C'est la question des fois que je me pose. On parle du décès de Marc Messier, ça a été annoncé dans les dernières minutes. Tu sais, tu disais, moi, c'est Lancer compte, on aurait pu parler des voisins, j'ai parlé de Brou. Brou, là, c'est un record. Puis tantôt, j'ai dit aux gens derrière, je pense que c'est un record au Québec. C'est pas un record au Québec, c'est un record Guinness. C'est un record mondial. La pièce a été présentée 3322 fois. 3,3 millions de personnes sur 38 ans ont vu Brou. Marc Messier, c'est une époque. C'est des bêtes de travail, des tripeux du monde qui embarquaient dans des affaires puis qui concevaient le temps comme le temps long. On ne s'embarquait pas dans des affaires pour 1 an puis on passait à autre chose parce qu'on est dans l'instantanéité, on est dans le virtuel, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Hey, tu fais un truc pendant 40 ans avec la même gang de personnes. 1979, puis ça a arrêté, c'est 2017. Puis même quand tu penses, tu as parlé de Lancer compte, ça avait commencé l'aventure de Lancer compte, ça a révolutionné le genre aussi. Moi, j'ai une pensée aussi pour Jean-Claude Lard, le réalisateur, qui nous a quittés il y a quelques années,
Vanier, qui est un ami à moi, qui a travaillé avec Marc Messier, qui a des bons mots pour lui et qui ont révolutionné. Ils ont fait en sorte aussi, François, je pense qu'on avait cette fierté d'être québécois, fierté aussi de ces produits culturels qu'on était capable de faire aussi sur des années. Je pense qu'il y a ça, cette fierté-là, ça nous ramène à ça. Oui, puis c'est quelqu'un qui a pu, parce que je suis pas un expert de sa vie personnelle, mais j'ai entendu une entrevue qu'il avait donnée dans une émission il y a quand même plusieurs années de ça, où il racontait que lui, il rêvait d'être joueur de hockey. D'ailleurs, il l'a été dans un genre de ligue junior qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était quand lui était plus jeune. Là. Donc, une version junior des Canadiens de Montréal de l'époque, mais il s'est jamais rendu jusqu'à la Ligue nationale et donc, par sa carrière d'acteur, il a pu comme revivre son rêve d'enfance et je pense que c'est un peu ça qui explique aussi toute la passion de ce rôle-là. Donc, à la fois dans une version humoristique qui était dans les Boys et à la fois dans une version plus dramatique, plus sérieuse qui était dans l'Ancien Compte. Puis ça aussi, d'ailleurs, c'est un marqueur des grands, c'est de pouvoir faire plus d'un style. Il y a beaucoup de grands acteurs qu'on imagine, on se dit, ouais, cet acteur-là, il était bon dans du drame, mais je l'aurais jamais vu dans une comédie humoristique où tu vois un film et tu te dis, ouais, il me semble ce rôle-là ne lui va pas bien. Arnold Schwarzenegger dans une comédie humoristique, c'est pas particulièrement vendeur. On le voit plus dans des films d'action, puis ça peut être vrai pour plein d'autres acteurs. Mais Marc Messier, en fait, on dirait qu'il pouvait faire n'importe quel rôle. Mm-hmm. Ben, c'est tellement. Il a joué dans Omerta, une espèce d'homme d'affaires un peu. C'était un rôle mineur là, dans la dernière saison, si je ne m'abuse, dans la deuxième saison. Il joue un genre de financier qui blanchit l'argent des motards. Mais tu sais, il est tout frêle, il est tout mince comme ça, puis il est facilement bousculable. Comme il a joué un tombeur dans L'Ancien Compte, comme il a joué un vrai mâle dans plein d'affaires, il a joué un nono dans La Petite Vie. C'est des grands talents. Ça se fabrique encore, là, mais quand ça part, il faut juste le dire. Là, Ah oui, complètement. Puis moi, je peux pas m'empêcher aussi d'avoir une pensée pour Claude Meunier, évidemment, parce que c'est un duo. Ils ont fait des choses exceptionnelles ensemble. Tu penses à La Petite Vie. La Petite Vie, c'est comme le plus gros succès québécois là, en termes d'émissions. Ça a duré des années encore aujourd'hui. C'est devenu quelque chose de mythique. Quand on pense aux voisins, les voisins également, tu penses à Brou. C'est comme... Tu parlais de ces géants-là. On a eu la chance d'avoir ça au Québec pendant quand même des décennies, ils se sont imposés comme ça. Dirais-tu, c'est des Marc Messier... je me demande quasiment aujourd'hui, je me dis des géants comme ça, là, c'est compliqué là, de faire ça dans une nation, un peu ce que tu disais, François, avec les multiplateformes, ce côté culturel, on se tourne un petit peu vers partout, mais est-ce qu'on est encore capable de recréer des choses comme ça aujourd'hui? Ça me paraît difficile a priori. Là. Oui, des très, très gros noms, mettons, mondial, vont être connus de tous. Là, si on pense à des Taylor Swift, par exemple, mais il faut atteindre un niveau extrêmement élevé pour rentrer dans la culture de tout le monde puis être une icône que tout le monde connaît. Mais avant, les repères culturels étaient plus communément partagés. Là. On écoutait les mêmes séries de télévision, on regardait les mêmes films, on connaissait essentiellement les mêmes artistes. Ça me fait un peu penser au questionnement qu'on avait quand Serge Fiori est décédé il y a quelque temps déjà. C'est qu'on se disait, OK, est-ce qu'il y a encore, ou même Carl Tremblay, est-ce qu'il y aura encore des musiciens dans l'avenir québécois, mais même, je dirais, c'est un phénomène quasiment mondial, à moindre échelle aussi. Est-ce qu'il y aura encore dans le futur des artistes qui sauront tellement s'imposer dans l'imaginaire collectif ou dans la culture des gens qui pourront être pleurés, entre guillemets, ou en tout cas être causé un deuil chez autant de fans? Moi, j'ai l'impression que on peut reconnaître à la fois la grandeur de ces artistes-là, mais en même temps se rendre compte que je pense que l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui ne nous donne pas la chance de recréer ce genre de personnage-là. Parce qu'on est fragmenté, on est niché, chacun écoute son podcast, son abonnement à telle plateforme, et c'est très difficile d'avoir des figures communément partagées. Là. Mm-hmm. Puis moi, j'en appelle à tous, là, interrogeons la peine collective. Ça veut dire quelque chose qu'on a de la peine. C'est pas, on a toujours de la peine quand les gens importants s'en vont, mais si on a particulièrement de la peine, c'est parce qu'on sait ce qu'on perd. C'est parce qu'on sait ce qu'on perd et on n'est pas sûr
de si on va être capable encore de vivre dans ce Québec-là. De vivre avec des tripeux, des génies comme ça, des bêtes de travail, des gens inarrêtables, des créateurs, des gens qui ont inventé des affaires, qui se sont jamais fatigués. Quand on pleure ces gens-là, c'est parce que on a peur on pleure leur départ, mais on se dit aussi que je suis pas sûr de ce qui s'en vient encore. François, rapidement, parle-nous d'un sujet plus politique, la réduction de la paperasse. Le Bernard Drinville avait, pendant sa course à la chefferie à la CAQ, affiché ses couleurs. On avait même dit que son programme était très conservateur, disait là, il faut qu'on coupe dans la paperasse. Moi, il était venu me voir le samedi avec Jacinta Varel, avec une grosse pile de documents comme ça qu'il avait déposé sur la table, puis il avait dit ça, c'est la loi sur la fonction publique, je vais couper là, je vais couper là, je vais couper là. Il n'a pas gagné, il n'est pas devenu premier ministre, mais il va de l'avant avec la réduction de la paperasse. Oui, dans un premier temps, je vais y aller avec les pots. Avec les fleurs, le pot viendra ensuite. Donc, effectivement, je pense que c'est une bonne mesure que la Coalition Avenir Québec met de l'avant. Je pense qu'il était plus que temps qu'on soulage un peu la pape. Parce que, tu sais, au fond, un entrepreneur, qu'est-ce qu'on s'attend de lui? On s'attend qu'il crée des entreprises, qu'il crée des emplois, qu'il crée de la richesse, pas qu'il remplisse des formulaires. Donc, on comprend qu'il y a un minimum de réglementation à avoir, mais quand il y a trop de réglementation, les ressources sont mal utilisées, les gens passent leur temps à faire autre chose que ce pourquoi ils sont bons. Si on revient au sujet précédent, je pense que ce qu'on veut de quelqu'un, ce qu'on voulait de quelqu'un comme Marc Messier, c'est qu'il puisse tourner, pas qu'il remplisse des formulaires à longueur de journée. Donc, c'est un peu le même principe pour un entrepreneur. Donc, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, ils mettent de l'avant un principe que moi, ça fait longtemps que je dis qu'on devrait mettre de l'avant, c'est-à-dire que pour réduire le fardeau réglementaire, tu t'imposes au ministère, c'est ce qui est annoncé dans le Journal des Affaires, que chaque nouvelle réglementation que vous allez faire, vous allez devoir en examiner une, voire deux, et essentiellement les remodeler ou les supprimer. Donc, ça, ce que ça fait comme incitatif, c'est que ça discipline les ministères et les différentes agences gouvernementales à dire, vous devez vous assurer que le règlement que vous voulez mettre en place est absolument nécessaire et pertinent, puisque vous allez devoir faire l'examen de ceux que vous avez déjà et éventuellement d'en supprimer pour alléger le fardeau réglementaire. Donc, moi, je pense que ça vient réduire la paperasse. Par contre, au niveau du pot, je trouve ça un peu cynique qu'on arrive avec ça à quoi, là, quelques semaines des élections, quelques mois maintenant. Ça fait quand même 8 ans qu'ils sont au pouvoir. Je comprends que M. Drainville n'était pas ministre, là, mais il me semble que c'est un peu tard pour jouer ce match-là. Là. La session parlementaire vient de se terminer. Je sais pas. Je peux pas m'empêcher de me dire, vous auriez pas pu le faire avant. Il me semble que ça fait 8 ans. Oui, tout à fait. Ça fait un peu comme la constitution de Simon-Jean Barrette. Je suis désolé, là, mais ça arrive à la fin. Puis c'est pour dire, regardez ce qui s'en vient si vous nous donnez une troisième chance. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même rappeler chaque fois, même si ça fait 2 ans et demi que ça dure la déconfiture de la CAQ, qu'ils ont hérité d'un gouvernement largement majoritaire en 2022. Ils avaient tous les moyens d'aller de l'avant avec ces projets-là. Fait que le mot opportunisme a sa place quand même à la table. Merci beaucoup, François Fournier. Merci à vous. Salut. Bye bye.